Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc la tronçonneuse, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Bien visiblement, oui, ça fonctionne. Souvenez-vous, la tronçonneuse, c'était l'emblème de sa campagne en 2023. Javier Milei la faisait vrombir, perché sur un pick-up, en meeting. Sa grande promesse était de trancher net dans les dépenses publiques, notamment en supprimant autant de ministères que possible. Et puis vous vous souvenez peut-être de cette masterclass de tronçonnage. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Ajoutez à cela son étrange look mi-métal, mi-aristo, ses rouflaquettes, ses cris, ses sauts, ses costumes de super-héros. Personne ne prenait vraiment au sérieux ses recettes libertariennes. Eh bien, premier constat un an après, d'abord, il n'a pas menti sur le grand ménage. Il a taillé drastiquement dans les dépenses publiques, 52 000 fonctionnaires licenciés. La plupart des subventions aux entreprises ont été supprimées. 13 ministères sur 18 ont également été supprimés. En vrac, l'éducation, la santé, travail, tourisme, culture, environnement. Toutes ces compétences ont été laissées aux régions ou aux municipalités. Ne reste au niveau national que les ministères régaliens, affaires étrangères, justice, sécurité et également le ministère de l'économie et des infrastructures. Idem pour les agences publiques. Au total, 52 000 fonctionnaires ont été licenciés sur 3,4 millions. Cela fait 1,5% du total. Coupe drastique, enfin, dans les subventions aux entreprises. Au total, sur une seule année, les dépenses publiques ont ainsi baissé de 30%. Résultat, l'énorme déficit public chronique depuis 14 ans en Argentine est comparable à celui de la France, est devenu en 12 mois seulement un excédent. Quant à la dette, en très peu de temps, elle a été ramenée de 155% du PIB à 91,5%. Et bien entendu, ceux qui sont un peu taquins le noteront. Ce déficit, c'était exactement le déficit de la France l'an passé, 5,4% du PIB. En un an seulement, c'est donc devenu un excédent. Alors que nous cherchons, rappelons-le, à réduire notre déficit de 0,4%. Eux, ils l'ont réduit donc de quasiment 6%. Bien, mais qu'en est-il de peut-être l'essentiel, la croissance et l'inflation qui a vraiment beaucoup joué dans l'arrivée au pouvoir de Milei? Eh bien, en un an, l'inflation a été divisée par 2. 117% aujourd'hui, ça peut paraître énorme, mais c'était 112% l'année dernière, soit un recul de 95 points. Et le dernier chiffre, celui du mois de février, celui du mois de janvier, est de 2,5%. Le gouvernement prévoit donc un rythme annuel de 18%. Le FMI table plutôt autour de 40%. Ce régime minceur a-t-il tué l'économie? Eh bien, la réponse est non. La croissance est là. Et bien là, le FMI prévoit 5% pour 2025, après une récession de 2,8% en 2024 sous l'effet du choc. Et le pays était déjà en négatif en 2023. Autant d'indicateurs qui confortent Milei. Écoutez-le, c'était à son arrivée au Forum économique de Davos. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Bon, les indicateurs sont une chose, mais ce traitement de choc convainc-t-il la population? Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la récession a des conséquences très dures sur l'emploi. En un an, 180 000 Argentins ont perdu leur travail, 52 000 dans le public, on l'évoquait, 128 000 dans le privé. Le taux de chômage est passé de 5,7% fin 2023 à 7,6% selon les derniers chiffres. À cela s'ajoute la suppression de certaines aides sociales, baisse également des pensions de retraite, l'envol du prix de l'électricité qui est beaucoup moins subventionné qu'avant. Conséquence, en un an, le taux de pauvreté est passé de 42% à 53%. Écoutez la réaction de cet économiste à la radio argentine. Mucha gente
se verifica que lo sigue apoyando a Milei. Y también se verifica que cuando vos le preguntás, ¿usted está mejor o peor que el año pasado? Te dice, no, estoy peor. Y entonces, ¿por qué no, hay que esperar. Effectivement, Milei continue de bénéficier d'un soutien massif qui ferait rêver nombre de dirigeants dans le monde. Il est soutenu, selon le dernier sondage, par 52% de la population argentine. Merci Justine. Rappelons-le, il n'y a qu'un an de recul. Mais cette politique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle produit déjà des effets positifs ou pas, Pascal ? Alors oui, des effets positifs, mais il faut savoir d'où on partait. Parce que la question qu'on se pose les uns et les autres, c'est de savoir si ce traitement de choc est applicable ailleurs. Et qu'on regarde cette expérience en disant, est-ce qu'on peut s'en inspirer, nous qui sommes un État dans lequel la commande publique, les dépenses publiques sont surabondantes. Alors on part d'une situation d'un État en quasi-faillite. Le péronisme, c'était le vrai populisme en réalité. C'est-à-dire qu'on dépensait de l'argent qu'on n'avait pas, on faisait marcher la planche à billets, et finalement la monnaie se dévaluait et le peuple s'appauvrissait. Moi je pense que toute bonne politique durable est une politique équilibrée, qui ménage tout à la fois les ressources de l'État, les ressources des entreprises, les ressources des ménages. Donc ce traitement de choc, si vous voulez, pour dire les choses très simplement, il peut être utile dans un premier temps. C'est une politique qui peut durer quelques années. Pas beaucoup plus. Elle devra ensuite être rééquilibrée. Je vous rappelle qu'on a eu d'ailleurs en Argentine une expérience avec Carlos Menem. Tout le monde se rappelle de Carlos Menem, qui avait une ambition qui était d'ajuster la valeur du peso argentin sur celle du dollar. C'était une politique de dollarisation, une politique très libérale, qui à peu près ressemble à celle de Milei. Ça s'est mal terminé, parce que précisément l'Argentine n'avait pas la capacité à produire suffisamment de valeur. Donc il faut tenir compte du marché, regarder ce qui se fait. Il y a sûrement des exemples de bonne gouvernance, mais ça n'est pas un exemple qui est exportable. En France, on cherche à maîtriser la dépense publique, même pas à la stabiliser, à diminuer légèrement l'augmentation chaque année. 30% de baisse de la dépense publique. Est-ce qu'il y a matière à s'inspirer de cette expérience ? Alors, Thierry. Difficile de dupliquer. Avant de parler d'éventuelles duplications, je voulais juste vous dire quand même que moi j'étais un peu bluffé. C'est-à-dire, j'y croyais pas du tout au début. Les gesticulations avec la tronçonneuse, vous allez voir ce que vous allez voir, et je me disais, celui-ci va se casser les dents. Et en fait, je suis quand même bluffé de ce qu'il a fait au bout d'un an. Et le regard des institutions internationales est important. On ne regarde plus l'Argentine de la même manière. Je regardais avant de venir une étude de JP Morgan, de la banque américaine, qui a vu son indice de risque divisé par 3 sur l'Argentine. C'est devenu un pays fréquentable. Auparavant, ça ne l'était pas. C'est un pays, comme vous le disiez, hyper mal géré, ultra corrompu. Donc, un pays en faillite qui a vraiment dégringolé pendant plusieurs décennies. Alors aujourd'hui, ce traitement de choc dans ce pays en faillite, ça produit des résultats spectaculaires. Mais la France n'est pas un pays en faillite. On peut, même si on se plaint beaucoup de la dégradation de nos finances publiques, on n'a pas le circuit, enfin l'historique de l'Argentine, comme on n'avait pas l'historique de la Grèce aussi. On peut comparer la Grèce, qui a eu cet électrochoc, qui produit des effets bénéfiques aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent pour appliquer ces recettes ailleurs. Mais en tout cas, en tirer une leçon, c'est que dans un pays comme ça, au bord de la faillite, une action très vigoureuse, menée de façon résolue, peut avoir des résultats spectaculaires très vite, comme ça a été le cas en Grèce. C'est parce que le pays était au bord de la faillite que la population, parce que quand on voit 50% d'opinion favorable, la population était prête à voir les pensions de retraite baisser, et pas qu'un peu, les aides sociales supprimées, les dépenses publiques baisser de 30%, c'est parce qu'il y avait le mur en face ? Mais c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire quand les gens ont vécu des régimes qui ont mené le pays à la faillite pendant des décennies, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec sa tronçonneuse et qui commence à avoir des résultats, c'est ça, il commence à avoir des résultats, donc évidemment on comprend pourquoi il reste populaire. Et c'est vraiment un cas particulier, pour ça que je suis très prudent pour l'exportation du modèle. Ruth, c'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. Oui, ah non mais c'est sûr, c'est vrai que on était assez impressionnés. Pour parler familièrement. Oui, non mais c'est vrai, on se disait ça va être une horreur et ça sera réglé très rapidement. Ça n'est pas le cas. Moi, ce que j'observe, c'est si on regarde son taux de popularité, alors que les gens disent, et cette politologue c'est intéressant, elle dit ils vivent plus mal. Il y a plus de chômeurs, il y a plus de pauvreté, mais ils disent il faut attendre. Qu'est-ce qui les fait attendre ? C'est la façon dont ils réhabilitent, même si c'est terrible,
la parole politique, le performatif, c'est-à-dire que j'ai dit, je fais. Et on a perdu ce sentiment de possibilité de faire. Et je ne dis pas que tout ce qu'il fait est bien, ça peut être une catastrophe. Il y a eu des très grosses manifestations, notamment des étudiants. Donc c'est pas, la société argentine n'est pas du tout guérie, elle est mal. Mais nous, on en est où? On en est à une commission d'enquête du Sénat sur les agences qui emploient 400 000 salariés pour qu'on leur demande comment ils utilisent leur argent et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Bon, donc, et c'est déjà énorme. Donc en fait, alors que tous les jours on se plaint qu'on n'arrive pas à faire d'économie. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a une sorte de besoin vital d'avoir le sentiment que les gens qui sont au pouvoir sont capables de faire changer des choses. Alors à mon avis, il peut se faire dégager aussi, du coup peut-être un peu plus tard. Mais pour le moment, il fait et ça réhabilite terriblement la parole politique. No hay plata, c'est ce qu'il dit, no hay plata. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent. Jean, c'est vrai qu'il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Bon, si vous me lancez sur les médias, on pourrait aussi parler des médias français à l'égard de Trump, par exemple, hein, où une nouvelle fois, ils ont sombré dans la Kalamala mania. Hein, c'est ça, sans aucun recul et se faire prendre par surprise par une élection spectaculaire de Donald Trump. Et il faut quand même se méfier. Et encore une fois, on a une vision de ce qu'est l'Argentine toujours vue de l'extérieur. C'est-à-dire le problème, c'est que, et ça c'est le problème des médias, c'est qu'ils sont rarement sur place et ils ne voient pas ce qu'est la situation du pays. C'était la même chose pour la Grèce. Les gens ne connaissaient pas la Grèce et ils racontaient sur la Grèce, au moment de la crise de la Grèce, donc entre 2010 et 2015, des choses qui étaient inexactes parce qu'ils ne connaissaient pas le pays. Le pays était totalement corrompu. C'était un pays qui arrosait avec les finances publiques et avec les aides européennes qui étaient énormes. C'est à peu près 4% du PIB chaque année qui leur était versé. Ils entretenaient un clientélisme au lieu de développer le pays. Alors, je veux dire, ce que fait actuellement le président argentin rappelle la période qu'ont connue quand même un certain nombre de pays, donc entre 2010 et 2013, qui a été l'action de la Troïka, la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne, qui ont été redresser les comptes publics en Grèce, qui ont été à Chypre, parce qu'il y a eu des restructurations bancaires, en Irlande et au Portugal. Ça a été d'une violence, mais vous n'imaginez pas. Je veux dire que, par exemple, en Grèce, les fonctionnaires ont vu leur revenu, en l'espace d'un an, baisser de 30%. Là, si vous voulez, la différence, c'est que c'est un pouvoir populiste. Et qu'il assume. Ah oui, il populiste, assume. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le redis parce qu'on emploie ce mot à tort et à travers. C'est un pouvoir où il y a le chef et où il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'institution intermédiaire, il n'y a pas d'élus. Il y a pas, on prend directement le peuple à témoin, la décision part d'en haut et on tranche. Et là, on tranche et ça a l'air de fonctionner. Je termine juste sur cette affaire de la zone euro, parce que vraiment, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ce qui était fascinant, c'était quand vous alliez voir les gens. D'ailleurs, vous alliez en Grèce, au Portugal, etc., vous leur disiez, mais c'est quand même très illégitime, ce pouvoir de la Troïka qui arrive de l'extérieur et qui va redresser les comptes publics. Et la réponse, c'était quoi? C'était, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on n'a plus aucune confiance dans nos classes politiques. Et tous ont menti, que ça soit Syriza, que ce soit les socialistes grecs, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, les gens étaient contents de cette intervention. C'est-à-dire qu'on a redressé le pays. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, dans ces pays-là... Vous ne voulez pas parler de l'Argentine. L'Argentine a l'habitude des populistes. L'Argentine a vécu toujours. C'est le péronisme. C'est là qu'il est né. Mais c'est pas le juge de paix dans cette affaire-là, c'est l'inflation. Voilà. Ce qui donne de la perspective aux Argentins, c'est l'inflation. C'est le retour à un niveau de prix acceptable. 2,5% d'inflation. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Par mois, quand même. Par mois. Ah, par mois. Non, mais quand on vient de 250% par an, 193%, vous vous rendez compte de ce que c'était. Oui. Bon, l'avis de l'eurodéputé. On est à 2,5 aujourd'hui d'inflation. Par mois. Non, mais là, c'est par mois. D'accord. Par mois. Il table sur 18%. Et d'après le calcul aussi des institutions internationales, on se dirige dans les 6 premiers mois à 18% annuel, en rythme annuel. Mais c'est vrai que comme on vient de 212%, de ce point de vue-là, ça marche. Bernard, populisme 1
et parti de gouvernement zéro. On donne des arguments aux populistes, là. Je dirais que la popularité du président argentin s'explique pour une raison très simple, et là je rejoins tout à fait Ruth, c'est que les différents partis ou coalitions qui se succédaient depuis les années 30 en Argentine, eh bien, le résultat de leur politique, on le voyait. Misère, crise à répétition. Crise à répétition, il ne faut pas l'oublier. L'Argentine a connu des moments absolument dramatiques où la classe moyenne supérieure vendait les appartements haussmanniens du centre de Buenos Aires pour 30 000 ou 40 000 euros parce qu'ils n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants. Je parle de la classe moyenne supérieure et pas naturellement des gens les plus pauvres du pays. Eh bien, soudain, ils voient un homme qui a des résultats. Les résultats que l'on vient d'énumérer. Premier constat. Deuxième constat, si vous me demandez comment résoudre, par exemple, le déficit des caisses de retraite en France, et que je suis Monsieur Milei, je vous réponds, mais c'est très simple, il y a deux solutions. Ou bien on tue la moitié des retraités, ou bien on ne leur verse plus leur retraite. Alors oui, vous faites ça, mais c'est formidable. C'est pas ce qu'il a fait en Argentine. Il les a baissés, non, il les a pas tués, mais il les a baissés. Et il n'a pas supprimé les pensions, il les a baissés. Oh, mais attendez, j'ironise, vous me l'accorderez. Mais il les a baissés d'une manière si considérable, évidemment, que bien sûr qu'on réduit un déficit si on ne dépense plus. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas, Bernard, un entre-deux entre les baissés? Alors on n'a pas exactement... oui, c'est évidemment ce à quoi je veux en venir. Voilà, mais je crois qu'il les a baissés d'au moins 10%. Non, je crois que c'est 30%. 30%, c'est le total des dépenses publiques, parce qu'il a supprimé 2 tiers des ministères, des agences publiques. Sur ces prestations sociales, je ne sais pas si c'est 10 ou 15%, mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux entre les aligner strictement sur l'inflation et même un peu plus, ou les baisser de 10%? Chez nous, même 1%, ce serait déjà un scandale. Ah, vous voulez dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux pour la France? Oui, il y a certainement un entre-deux, en tout cas c'est à souhaiter. Mais évidemment qu'il faut dépenser moins aujourd'hui en France, et je ne vois pas de parti politique qui dirait le contraire. Là où il y a une dispute, c'est sur le niveau des baisses, mais autrement sur le fait qu'il faille réduire. Ça dépend. Si vous regardez le Parti socialiste, LFI et le Rassemblement national sont arrivés à l'élection présidentielle avec 100 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Vous avez tout à fait raison. Ils nous disaient en substance... Oui, mais ils disaient tous ce qui était évidemment faux. Grâce à ma politique, je vais rattraper, réduire, etc. Un dernier mot, Thierry. Mais donc on ne contestait pas la nécessité de réduire. La question posée par l'Argentine, c'est le résultat d'une thérapie de choc. Souvent, on se dit, quand on applique une thérapie de choc, on risque de tuer le malade. C'est ce qu'on a craint pour la Grèce, notamment. Et donc, là, ça montre que dans certaines circonstances, justement sur des pays en faillite, ça a, a priori, un effet positif. Sauf qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra, à un moment donné, comme vous disiez, rééquilibrer. Il y a une explosion de la pauvreté. Mais simplement, voilà, ça fait tomber la crainte et l'opposition à toute thérapie de choc. Dans certaines circonstances, ça marche.